Bonjour et bienvenue à tous. Pool of Radiance. Pool of Radiance. Dans quelle galère ce Matt Lambic s'est embarqué, me direz-vous? Eh oui, je sais, c'est un jeu, disons, pour dire vieux, et même très vieux. Et comme dans toute galère, j'avais bien ramé pour mon premier gameplay. Imaginez donc un jeu de 1988. Ça vous fait plus de 30 ans. Alors, vous n'allez pas avoir de dialogue audio, des graphismes vraiment très sommaires, et ne parlons pas du manque de musique, de tutoriels et de souris. En effet, tout se joue au clavier. Et comme une bonne démonstration vaut mieux qu'une explication, je vais lancer le jeu pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà. Un temps de chargement relativement court normalement. Petite intro. Et nous voilà partis. Pour cette démonstration, je vais commencer avec un groupe d'aventuriers que j'ai créé un peu n'importe comment. Voilà. Nous voici dans le premier donjon. Comme vous pouvez voir, on peut se déplacer en mode exploration. On est dans une espèce de couloir. On peut même voir la carte de ce donjon, mais il y a comme indication que les murs ont fait des différentes pièces, on ne voit pas les portes. Pour le reste, c'est un magnifique décor, comme vous pouvez le voir, avec deux murs, un plafond et un sol. C'est un plat pays, comme on pourrait dire. Alors, ce que vous entendez là, c'est la piste audio. Ce n'est pas ma souris qui déconne. Et si vous cognez un mur, ça fait mal. Ça fait mal aux oreilles surtout. Alors, donc, le jeu se compose d'une partie d'exploration, mais également de combat. Alors, si j'ai un peu de malchance, ou de chance dans ce cas-ci, bien non. Bon, on va forcer un peu les choses. On va faire un campement. Voilà, on va se reposer et espérer que pendant le repos, voilà. Je suis surpris par un groupe de gobelins. Alors, on a plusieurs options qui se présentent. Entrer directement dans le combat, attendre, s'enfuir ou avancer. Dans ce cas-ci, on va avancer. Mais c'est moi qui est surpris en fait. Donc j'aurai l'initiative. Alors on peut éventuellement leur parler. Et on peut choisir à ce moment-là de parler de façon hautaine, sournoise, charmante, mique. Je pense que c'est de manière douce ou agressivement. Bon, on va essayer agressivement. Ah base. Pas de chance pour la démonstration. Les monstres répondent, oui, le boss n'aime pas les gars comme vous. Et en plus, il parle d'une manière avec des accents forget. Qu'est-ce qu'on fait? On peut encore soit payer, soit se rendre, soit s'enfuir, soit combattre. Ça va, je peux combattre. Et on peut commencer la démonstration. Alors, comme vous pouvez le voir, mon groupe d'aventuriers se compose de 6 personnages, 2 guerriers, 2 prêtres et 2 mages. Par contre, les ennemis se composent de 4 gobelins. Alors, les gobelins ne sont pas très forts, n'ont pas une classe d'armure super efficace. Donc logiquement, je devrais m'en sortir.
On peut travailler au clavier. On doit travailler au clavier d'ailleurs. On peut bouger. Hein, on a droit à 12 points de mouvement simplement par le fait que le mage ne dispose pas d'une armure. En effet, plus vous portez une armure lourde, plus votre capacité de mouvement va être réduite. Une armure de plaque par exemple, vous n'aurez que 6 points. L'encombrement de votre inventaire va également jouer et peut réduire même ce mouvement à 3. Comme c'est un mage, j'ai la possibilité de lancer des sorts que j'ai préparés à l'avance. Bon, c'est un mage de premier niveau, donc il n'a que des sorts de premier niveau, mais c'est un sort intéressant. Un sort d'endormissement. Alors, voilà, je le sélectionne. Et ensuite, je peux le lancer sur les ennemis. Alors, il faut faire attention. Ce sort a quand même un rayon d'action de une case, qui veut dire que si je centre à cet endroit-là, je vais pouvoir immobiliser les 3 gobelins. Par contre, si je veux immobiliser les 4 gobelins, je risque également d'immobiliser mon guerrier. Bon, dans ce cas-ci, ils ne sont que 4, donc je n'aurai pas de problème, mais dans un groupe beaucoup plus fort, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le personnage ou les ennemis sont immobilisés, un simple coup peut les tuer. Voilà, donc ils ont 4 points de vie, donc ce qui n'est pas excessif. Une classe d'armure de 6, donc je vais lancer mon sort. Voilà, donc il y en a 3 qui sont tombés endormis. Et pour vous montrer l'efficacité de ce sort, donc c'est Bob le Nain qui est un guerrier équipé d'une épée longue. Voilà, donc avec un seul coup, il détruit le gobelin, il l'anéantit. Bon, le deuxième mage, lui, va pas nécessairement faire quelque chose pour la démonstration, pas très intéressant. Donc dans ce cas-ci, je vais quitter. Le prêtre va s'avancer. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on a une arme de poing, il faut bien sûr être au contact pour pouvoir lancer son attaque. Bon, je suis pratiquement certain qu'il va rater, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu AD&D, donc Advanced Dragon Dungeon, et que le jeu respecte vraiment à la lettre les règles. Et donc, au début, certainement, les coups vont être, enfin les coups qu'ils portent en tout cas vont se faire très rares. Et ça s'explique un peu par le fait que, voilà, je prends comme exemple Albert. Albert est un humain mâle, guerrier, qui a des caractéristiques un peu pourries, en tout cas en force, surtout pour un guerrier. Et le principe en fait qui est utilisé suit la règle de ce qu'on appelle le To Hit Armor Class 0, où pour toucher un adversaire avec une classe d'armure 0, il faut lancer un dé 20. Bien sûr, quand on a 20, ça veut dire qu'on a une chance sur 20 en fait de toucher l'adversaire. Bon, dans le cas des gobelins qui nous occupent, si je me souviens bien, ils avaient une classe d'armure supérieure à 0. Il faut savoir que la classe d'armure commence à 10. 10, ça veut dire que le personnage ou l'ennemi n'est pas équipé d'une armure et peut aller jusqu'à des valeurs négatives. On peut rencontrer des personnages ou même s'équiper de telle manière avoir une classe d'armure de moins 10. Moins 10, lorsqu'on a un taco de 20, ça veut dire que c'est quasiment impossible, faut pratiquement impossible de toucher. Manuellement, voilà, hop, il a une classe d'armure 6.
Le principe, c'est qu'on prend son taco qui est de 20, on soustrait la classe d'armure, 6, donc ça fait 14. Ça veut dire que pour toucher l'adversaire, il faut faire au moins un 14. Donc on a une chance sur 3. Eh ben, allons-y. C'est raté, bien sûr. Notre troisième guerrier, lui, est meilleur. Hein, on peut voir ses statistiques de taco qui est à 18. Tout ça parce qu'il a une force de 18 et même une force supérieure à 18 lorsque c'est un attribut qui est uniquement accessible aux guerriers. Hein, on a un chiffre entre parenthèses qui varie de 0 à 100, 100 étant la valeur supérieure. Et non seulement ça diminue le taco, mais ça augmente également les dommages. Vous pouvez voir ici, il est équipé d'un trident qui fait normalement un D6 de dommages, mais plus 4 du fait de sa force exceptionnelle. Donc, avec un peu de réussite, voilà, il est détruit. Bon, étant donné que tous les autres monstres sont endormis, on peut, dans ce cas-là, réaliser le combat ou laisser l'initiative du combat à l'ordinateur, et pour ça, on utilise la fonction Quick. Donc, il se déplace automatiquement. Évidemment, il est équipé d'une dague, c'est un mage. Ne peut pas non plus. Voilà. Et voilà. Bon. Pour terminer le combat, il suffit que, il faut pas oublier, c'est du tour par tour, et tout dépend des initiatives de chacun. Mais une fois que le round est terminé et qu'il n'y a plus d'adversaire, eh ben, la bataille est terminée. On peut éventuellement la continuer si on veut lancer des sorts de soins. Mais sinon, en général, on fait quoi? Eh ben, on pousse sur la touche non. Alors, le groupe a gagné, bien sûr. Chaque personnage reçoit, alors tenez-vous bien, 10 points d'expérience. 18 points d'expérience, c'est pas énorme. Bon, il s'agit ici uniquement de rencontres aléatoires. Il y aura donc des rencontres, que je veux dire, scriptées. Ce qui veut dire qu'en général, on aura beaucoup plus de points d'expérience et surtout beaucoup plus de matériel, enfin d'équipement à récupérer. Donc une fois le combat terminé, on a une belle icône de trésor qui apparaît à l'écran et on peut soit faire les deux d'ailleurs, soit prendre l'argent, bon, dans ce cas-ci ils ont 72 pièces d'argent, il faut savoir qu'une pièce d'or est équivalente à 10 pièces d'argent si je me souviens bien, donc dans ce cas-ci 7 pièces d'or. Alors au niveau de l'équipement, ça doit être l'équipement assez pourri. Bon, des épées courtes, des armures de cuir renforcées, bon bah ça, vous pouvez les prendre et les revendre à l'armurier du coin, mais bon, sachez que ce n'est pas vraiment très très lucratif. Le problème, c'est que votre inventaire est relativement limité par personne. On peut voir le nombre, ça correspond à peu près à une petite dizaine d'équipements différents. Le souci, c'est que plus vous prenez d'équipements, bien sûr, plus votre encombrement va être important et cela va réduire fortement votre mouvement lors des combats. Pas en exploration, l'exploration, ça n'aura aucune influence, mais pendant les combats, si vous devez vous approcher d'un ennemi, vous allez mettre plusieurs tours avant d'arriver au contact. Pour autant, évidemment, que l'ennemi ne fonce pas sur vous. Voilà, c'était une petite introduction. Oui, j'oubliais qu'il y avait la possibilité de faire, de partager en fait l'argent entre les différents membres. Hein, et bon, on va quand même prendre
d'autres objets. À ce moment-là, voilà, je prends les armures de cuir renforcées. Je pense qu'il y a moyen de vendre ça à peu près à 2 pièces d'or. Pour vous donner une idée, juste pour se reposer dans une auberge, récupérer des points de vie et mémoriser ses sorts, ben, ça coûte à peu près 5 pièces d'or pour une nuit. Alors, il me demande toujours si, en sortant de ce menu-là, si je veux retourner récupérer le trésor. Bon, bah, c'est une, je veux dire, une sécurité pour si jamais vous trompez dans vos touches, bien que entre les Y et le N, bon, ben, vous n'avez pas vraiment de difficulté à faire le choix. Voilà, alors, c'est un jeu simple, oui, hein, mais sachez qu'au moment de sa sortie, le jeu, qui est édité par SSI, SSI c'est Strategic Simulation Incorporated, bah, le jeu était un franc succès. À l'époque, loué même pour ses qualités de graphisme. Là, je rigole pas, hein, les gars. C'est à l'époque un écran, ce genre de graphisme en EGA, je pense, était quand même assez révolutionnaire. Alors, c'est un gros succès, et au point que le jeu va connaître plusieurs suites et également se décliner dans d'autres mondes comme le monde de Dragonlance avec la saga de Kryn, et même adapté dans un monde futuriste dans la série d'Epic Rogers. Oui, donc une douzaine de jeux, enfin je pense 12 jeux en fait, sur le même moteur, connu sous le titre générique de Goldbox en plus ou moins 5 ans. Hein, si c'est pas un signe de qualité, ça. Alors voilà, pourquoi ce gameplay, hein, même si c'est simple, c'est toujours aussi fun à jouer. Et c'est pourquoi mon choix pour un premier gameplay s'est porté sur ce jeu. Et une deuxième raison, c'est le fait aussi que même si on trouve beaucoup, enfin, des centaines pratiquement de gameplay pour la série de jeux Goldbox, hein, je pense qu'il y en a très peu ou même pas en français. En tout cas, j'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé. Donc voilà encore une bonne raison pour faire ces gameplays. Alors pour continuer cette longue introduction à la série Goldbox et en particulier à Pool of Radiance, quelques conseils si vous voulez y jouer. Alors, première chose, vous prenez le jeu sur GOG.com. Hein, vous pourrez profiter d'une installation facile et directement prête à l'emploi sans passer par des manipulations compliquées. En effet, hein, le jeu tourne encore sous DOS et nécessite l'utilisation d'émulateurs, d'un émulateur comme DOSBox. Alors, facilitez-vous la vie. En plus, hein, vous aurez à votre disposition tous les manuels en format PDF et le système de copie de protection sera également effacé. Et en prime, pour chaque épisode, vous recevez un cluebook, donc comment on peut appeler ça, le livre d'indices. Hein, et le package des 4 jeux de la série Pool of Radiance est à un prix très raisonnable et souvent même en solde. Ah, ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, avant de commencer le jeu, ça c'est très important, lisez le manuel. C'est un vrai manuel, hein, pas un de ces feuillets de 7 pages qui accompagnent nos jeux actuels. Et encore, quand je dis 7 pages, je suis généreux parce qu'il y a les 4 dernières pages, en général, c'est la liste de tous les développeurs. Là, je parle d'un vrai manuel, avec tous les renseignements nécessaires pour bien comprendre la mécanique du jeu Advanced Dungeons and Dragons. Et faites-le, ou sinon, vous risquez de le regretter avant d'entamer les suites. Et enfin, last but not least, et là, je vais également faire une petite démonstration. Allez sur Internet, chercher un mode qui s'appelle Goldbox Companion. Hein, vous tapez ça sur Google,
hein, je pourrais éventuellement même mettre le lien dans ma page. Vous allez voir, hein, cela va rajeunir le jeu et encore plus vous faciliter votre vie d'aventurier et en plus ajouter une tonne d'options. Alors, je sors de la version originale pour lancer on peut voir, voilà, ça se présente comme ça. Vous choisissez dans la série des 12 jeux, le jeu que vous allez faire en fait, hein, Pool of Radiance dans ce cas-ci. Vous pouvez également donc choisir si vous jouez en mode fenêtré, la résolution de votre écran, la sensibilité de votre souris. Hein, vous avez également la possibilité d'avoir le manuel, mais bon, c'est une option que vous avez également lorsque vous démarrez le jeu. Donc on va démarrer le jeu. Alors, un peu de patience. Voilà, et là je vais prendre une autre partie que j'ai créée. Vous voyez, on est au même endroit. Une fois que vous avez lancé le jeu, vous revenez sur l'écran du Callbox Companion. Vous choisissez le nom de la sauvegarde. Ici, c'est la lettre A. Vous faites Search. Vous voyez qu'apparaissent les différents noms des personnages. Et mon jeu a disparu. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, un peu de patience. Voilà. En fait, je m'étais trompé de sauvegarde. Donc, comme vous pouvez voir, apparaît sur le côté droit, enfin, si vous le placez évidemment à droite de votre fenêtre de jeu, la carte du donjon, cette fois-ci avec les portes indiquées. Hein, normalement, en fait, quand vous entrez dans le donjon, vous n'avez pas évidemment toutes les contours de vos murs. Ce n'est qu'en se déplaçant que la carte va se dessiner automatiquement. Donc c'est déjà quelque chose de franchement très très intéressant. Alors, je suis sur un combat. Autre chose concernant, avant de commencer le combat, hein, vous pouvez également annoter chaque case avec un texte. Hein, la référence 1, vous mettez début du donjon par exemple. Ok. Et donc vous avez un qui apparaît. Si vous passez avec le curseur de votre souris sur la case, ben vous avez la mention début du donjon qui apparaît sur la carte. Autre chose, hein, vous avez ici au-dessus les noms de vos personnages, le nombre de points, hein, représentés de manière graphique, une barre d'expérience qui va représenter graphiquement l'évolution de votre expérience, qui va se mettre en jaune lorsque vous pouvez passer d'un niveau. Que dire d'autre? Oui, vous avez également la possibilité de lancer le Goldbox Compagnon avec une partie audio, c'est-à-dire que lorsque vous passez dans différents donjons, vous allez avoir de la musique. Hein, en combat, un autre type de musique, en exploration ou même dans la ville, une autre musique. Vous pouvez également tricher. Hein, vous avez un éditeur qui est inclus dans le mode.
hein, vous choisissez votre personnage et vous pouvez changer toutes les caractéristiques. Vous pouvez même convertir votre guerrier. Il faut savoir que bon, dans le premier jeu en fait, vous n'avez le choix qu'entre 4 classes qui sont guerrier, prêtre, mage et voleur. Mais dans les suites, notamment dans le second jeu qui s'appelle Curse of the Azure, vous pouvez également créer des paladins, jouer un paladin ou un ranger. Et ici, vous avez la possibilité de démarrer, et vous transformez votre guerrier en paladin, par exemple. Voyez, hop, ceci va changer la classe de votre guerrier le niveau 1 en paladin. Il faut faire attention parce qu'en Pool of Radiance, vous ne pouvez pas augmenter de niveau les paladins dans les pôles d'entraînement. Hein, vous êtes obligé d'utiliser en fait la montée de niveau qui se trouve ici et qui est intégrée au mode. Autre chose, oui, en fait, si je clique sur ce bouton-là, vous allez voir la carte qui apparaît en entier. Mais bon, c'est moins intéressant du fait que vous ne savez pas où vous êtes passé. Oui, autre chose. Dans le jeu, vous allez de temps en temps avoir des dialogues mais qui ne sont pas complets, qui font référence à un article qui se trouve dans le journal d'aventurier. Donc vous devez normalement ouvrir votre journal d'aventurier qui se trouve sous format PDF. Mais si vous utilisez le mode, vous allez voir par exemple le fait, vous allez avoir une référence d'article. Et si par exemple je prends la référence numéro 1, apparaît pas. Il faut faire attention de laisser toujours le curseur sur cette barre. Voilà, apparaît le texte en fait, l'entrée numéro 1 du journal. Ça vous évite de chaque fois passer par le fichier PDF. Quoi d'autre? Oui, pour vous soigner, et c'est une fonction fixe qui apparaîtra dans les jeux suivants. Hein, lorsque vous êtes blessé, normalement, votre prêtre doit lancer le sort de guérison 1 à 1 et comme ce sont en général des sorts de guérison très faibles, vous allez gagner 1 ou 2 points. Vous devez le faire beaucoup de fois avant de retrouver votre état d'origine. Ici, la commande fixe permet de le faire comme si vous étiez en campement, mais vous ne pouvez pas le faire en combat. Donc c'est la raison pour laquelle, de toute façon, je suis avec mes points maximum. La même chose pour tout ce qui est sort. Vous pouvez donc choisir vos sorts, mais vous devez le faire lorsque vous êtes dans un campement. Et la fonction Store Spells permet de mettre en mémoire ces sorts et de les restaurer automatiquement en dehors du combat lorsque vous êtes en exploration d'un donjon. Ceci, oui, je reviendrai ça dans la partie de création de personnages. Pour le reste, vous avez encore la possibilité d'intégrer les icônes de vos personnages au-dessus. Bon, ça prend un peu de place. Hop, voilà. Hein. Vous avez également la possibilité de voir les effets de vos personnages, c'est-à-dire par les effets, je pense si jamais ils sont empoisonnés ou si jamais ils ont un sort de bénédiction, vous allez voir au-dessus le nombre de tours restants
Hein. On dit qu'un tour c'est un round, en fait, un round correspond à un déplacement du personnage d'une case. Donc à chaque case, l'effet, s'il dure 20 tours, ben, va diminuer de 1. Que d'autre, quoi d'autre, pour le reste, oui, d'autres fonctions comme le regroupement automatique des munitions. Par munitions, bah, j'entends les flèches, et je pense les fléchettes en fait, hein, qui sont utilisées par les moines. Alors, ça change également la partie combat. Alors, je vais avancer encore. Voilà, hop, je combe. Le combat, de nouveau, on a affaire à 4 orques. Par contre, sur la carte, vous allez voir qu'en fait apparaît en vert la position de vos personnages, en rouge les ennemis, le nombre de points de vie de vos personnages et le nombre de points de vie des ennemis. Mais si vous passez le curseur sur la case, vous allez avoir des renseignements supplémentaires, comme notamment la valeur de chaque attribut, donc dans l'ordre force, intelligence, sagesse, dextérité, constitution, charisme. Donc c'est également lorsque vous lancez un sort, hein, on tire également donc un jet de 20 pour savoir si le sort va pouvoir être effectif sur l'ennemi. Mais là, je dois avouer que je ne connais pas l'ordre exact des jets de sauvegarde. Vous avez également donc leur classe d'armure, leur taco, une chose qui n'apparaît pas normalement sur la version d'origine. Le nombre d'attaques par round, donc le nombre d'attaques par tour, et également les dégâts éventuels. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est un D8, ça doit correspondre à une épée, et de fait, hein, vous voyez qu'ils ont une belle épée en main. Vous voyez également que les icônes qui représentent des personnages dans le jeu d'origine, bon, vous devez les travailler vous-même, vous devez les transformer. Par contre, le mode permet en fait d'avoir des icônes un peu plus perfectionnées, un peu plus belles. Voilà. Alors, donc, les combats se réalisent de la même manière. Bon, mon mage a dépensé son sort, donc il n'y a plus rien. Donc on va lui faire un quick. Lui par contre a encore un sort de sleep. Et cette fois-ci, du fait de du positionnement des ennemis, il y a moyen d'immobiliser les 4 orques et de terminer rapidement le combat sans vraiment se préoccuper du positionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déplacez vous devez faire attention de ne pas cogner à vos ennemis, parce que sinon il va vous demander si vous voulez attaquer votre allié, ce qui serait un peu idiot. Mais lorsque l'ennemi est en, je veux dire, en activité, hein, dans ce cas-ci il est endormi, d'ailleurs on voit, il y a une croix en fait, qui apparaît en fait sur l'écran, le fait qu'il est endormi et que ça va durer 5 tours. Donc si il était actif, le fait de sortir de sa zone de contrôle va lui permettre d'avoir une attaque d'opportunité qui fait relativement assez mal. Bon, je termine mon combat, voilà, hop. Et je dis non, et voilà. Donc en résumé, jouer avec vous pouvez comparer donc les deux sessions avec la version originale et la version accompagnée du mode. Le fait d'utiliser ce mode va vous faciliter la vie. C'est un jeu difficile, hein,
vos personnages, en tout cas dans les premiers niveaux, ont relativement peu de points de vie. Donc je prends l'exemple ici de mes deux mages qui ont à peine 4 et 3 points. Donc on a vu qu'un orc peut infliger 8 points entre 1 et 8 points de dégâts. Donc un simple coup suffit à les rendre inconscients ou même mourants ou même morts. Dans le cas où ils sont morts, vous devez les ressusciter dans un temple dans la ville et ça vous coûte un max de pognon. Pour mémoire, je pense que c'est de l'ordre de 2000 pièces d'or, quel que soit le niveau, donc c'est pas vraiment très intéressant. Au mieux à ce moment-là, rappelez votre sauvegarde que vous avez, j'espère, fait avant le combat. Pardon. Ou carrément créer un nouveau personnage si c'est un personnage de niveau 1 qui vient de crever. Voilà. Alors, si c'était une longue introduction au jeu de cette série, le prochain épisode sera dédié surtout à la création de personnages et peut-être l'exploration du premier donjon, ou en tout cas l'exploration d'abord de la ville de Flann. Également parler un peu du contexte dans lequel ces aventuriers vont commencer leur aventure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous voulez, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à laisser un petit mot sur la page. Voilà, je vous remercie et sans doute à bientôt. Au revoir.